Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à notre deuxième webinaire Transparence des rémunérations et égalité femmes-hommes qui sera animé aujourd'hui par Denis Le Signe, directeur développement offre rémunération et talent, Clémence Perrin, directrice communication RH et Christelle Thirion, directrice du conseil RH. Denis, Clémence, Christelle, c'est à vous. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième épisode consacré à la transparence des rémunérations et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce second webinaire consacré à ce sujet. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Clémence, je m'occupe de la communication RH dans le groupe et ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du webinaire sur le sujet de la transparence des rémunérations. Et bonjour, je suis Christelle Thirion, donc directrice conseil RH. Cette session donc, est consacrée à la directive européenne de mai 2023 qui vise à renforcer l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur par la transparence des rémunérations. Alors, dans notre précédent webinaire sur ce sujet, Denis et Clémence, vous avez décrypté les propositions de la directive. Et dans cet épisode, nous allons vous présenter des exemples concrets ainsi que les axes de réponse et de travail qu'il est possible de mettre en œuvre dès maintenant. Donc, pour ceux qui avaient participé au premier épisode, on va aborder cette fois-ci des choses un petit peu plus concrètes et on passera plus rapidement sur les éléments de présentation de la directive. Donc, nous allons dans un premier temps vous rappeler le contexte statistique et réglementaire et nous conclurons par les questions et les réponses. Alors, comme vous êtes assez nombreux ce matin, les questions et les réponses seront modérées de façon à pouvoir y répondre de manière globale et regrouper éventuellement les thématiques communes. Mais évidemment, on fera en sorte de pouvoir répondre à toutes vos questions si elles n'ont pas pu être traitées à l'occasion de ce webinaire. Et je vous rappelle que pour tous ceux qui le souhaitent, les supports seront disponibles, bien évidemment. Alors, le contexte statistique en Europe, vous le voyez, 13% d'écart moyen de salaire brut entre les hommes et les femmes en 2021. Petit rappel, était de 16% en 2000, il y a 10 ans, et on parle de moyenne. Et si on passe rapidement sur effectivement le contexte statistique en France, donc vous voyez que les écarts bruts, cette fois-ci, sont de 28%. Alors ici, on parle d'écart brut sans tenir compte, le chiffre de 13% en Europe tenait compte du volume de travail. Si on tient compte donc de ce volume, on passe à 15% pour la France et 5 à 7% lorsqu'on prend en considération, cette fois-ci en plus, le niveau de responsabilité de l'emploi lorsque c'est possible. Autre élément structurant, donc le temps partiel, vous le voyez, concerne environ un tiers des femmes et moins de 10% des hommes. Et les 1% du secteur privé les mieux rémunérés, parmi ces 1%, près de 80% sont des hommes. Donc, alors, vous le savez, la France a mis en place en 2018 un index égalité professionnelle. Quel est le bilan de cet index? Alors, cet index qui est constitué de 5 indicateurs donne une note globale sur 100, mais qui intègre différents éléments. Et finalement, on peut dire que c'est une ingénierie assez complexe, mais qui donne un résultat synthétique qui peut masquer les écarts. Alors, Denis vous le montrera tout à l'heure de manière très concrète, mais il peut y avoir un écart important entre la note obtenue aujourd'hui à l'index et les ratios bruts qui seront affichés demain dans la directive. Pourquoi on s'est permis de dire qu'il s'agit d'une réglementation non effective, constat d'ailleurs qui est partagé par l'Institut des politiques publiques dans son rapport de 2023, puisqu'elle indique que finalement, si les notes obtenues progressent légèrement au cours du temps, rien ne permet de conclure que cette tendance reflète une réduction réelle des inégalités. Donc on peut dire que si en général la mesure permet le progrès, en fait ça n'est pas le cas ici.
Alors évidemment, ça pose question. Donc, il y a un enjeu de passer à une réglementation active et qui minore moins les écarts. Et à ce titre, la directive européenne peut représenter une opportunité. Alors, vous voyez ici, sur cette planche, toute l'évolution de la réglementation au plan européen. La directive de 2023 va nous proposer des ratios simples, non corrigés, crus, qui est une approche très proche de celle retenue par les Anglais aujourd'hui, qui ont une approche assez similaire. Et si on regarde effectivement, les premières dates, c'est dès 1957, traité de Rome, eh bien, le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes était dicté. En 1976, donc, la notion d'égalité de traitement est précisée dans les textes. Et puis, on a effectivement une succession de lois, notamment la loi Roudy, la loi Copé-Zimmermann. Donc, je ne reviens pas sur ce point. Comme je le disais tout à l'heure, vous recevrez la présentation. Et je vous propose de passer au décryptage de cette nouvelle directive. Bien qu'elle ne soit pas encore transposée en droit français, elle n'en présente pas moins l'esprit de la future réglementation. Et donc, Denis va nous montrer comment est-ce qu'on peut aller plus loin et agir dès maintenant. Alors, on a présenté la directive déjà plusieurs fois, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Néanmoins, on va rapidement rappeler les nouvelles obligations. On ne va pas s'attarder dessus parce que le temps est précieux. La nouvelle directive impose des obligations de transparence. Sur le calcul des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Nouveauté, elle impose des obligations de transparence des rémunérations avant l'embauche d'un candidat, c'est-à-dire que l'entreprise doit être transparente sur la fourchette de rémunération du poste dans l'annonce d'emploi. Un élément important par rapport à une évolution importante qui est le droit à l'information des salariés. Tout salarié sera en droit d'obtenir des informations sur la moyenne des rémunérations pour un emploi de même valeur que le sien et la distribution des genres au sein de cet emploi. Un autre élément de transparence, puisque là, et on parle de transparence complète, puisque c'est une transparence vis-à-vis de l'ensemble des salariés et des représentants du personnel, un rapport relativement complet sur les éléments statistiques proposés par la directive. Un point important qui est le renversement de la charge de la preuve. Désormais, c'est au défenseur qu'il incombe de prouver qu'il n'y a pas eu de rémunération, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination en matière de rémunération. C'est un élément qui va être important puisque ça contribue à la nécessité d'anticiper, puisque l'employeur sera dans une situation de devoir justifier l'absence de discrimination. Et enfin, il y a un organisme national qui n'est pas encore défini, mais qui sera défini dans la loi, qui va principalement s'occuper des problématiques de l'égalité de traitement. Alors, très rapidement sur les indicateurs prévus par la directive, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, des écarts bruts, toutes populations confondues, en prenant la différence de rémunération moyenne ou médiane entre les femmes et les hommes, ramenée à la rémunération des hommes, des écarts de rémunération à la fois en salaire fixe et des écarts de rémunération intégrant les éléments variables et complémentaires, des distributions sur la proportion d'hommes et de femmes qui bénéficient de composantes variables et complémentaires, la proportion des femmes et des hommes dans chacun des quartiles de rémunération, et enfin, la distribution des écarts de rémunération en fonction des catégories de travailleurs. Ça sera précisé dans le texte de loi, mais on peut imaginer, puisque les catégories de travailleurs ne sont pas une notion légale, les classifications n'ont pas de définition légale, elles ont des définitions de branche, et de même que les catégories socio-professionnelles, la loi précisera sans doute ce qu'elle appelle catégorie de travailleurs. Et enfin, la ventilation des salaires par de base et par composante variable. Donc, l'enjeu ne sera pas calculatoire. Les éléments à publier sont des éléments bruts, non corrigés et relativement simples à calculer. La transparence vis-à-vis des candidats, il y a des choses qui sont rappelées, qui existent déjà.
les processus de recrutement non discriminatoires sont déjà inscrits dans la loi. Les nouveautés, c'est l'obligation de communiquer une fourchette de rémunération cible dans l'annonce d'emploi, c'est-à-dire que avant même de rencontrer le candidat, on doit lui avoir proposé une fourchette de rémunération, et demander aujourd'hui à une candidate quelle est sa rémunération actuelle deviendra illicite. C'est pour éviter que se reproduisent les écarts, malgré le fait que les candidates ou les femmes puissent changer d'entreprise. Le droit à l'information des salariés, donc tous les travailleurs ont le droit de demander des informations sur les critères de détermination et d'évolution de la rémunération, c'est comment est composée ma rémunération et comment elle évolue, mais également des informations sur les niveaux de rémunération moyens des travailleurs accomplissant un travail de même valeur et la distribution par genre et par catégorie de travailleurs accomplissant un travail de même valeur. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une demande probablement des salariés, d'où les enjeux de communication que présentera Clémence relative au fait que l'entreprise pourrait se dire, plutôt que d'attendre que les salariés demandent, je pourrais peut-être anticiper les demandes. Et enfin, ce qui est introduit aussi par la loi, c'est la notion d'évaluation conjointe, c'est-à-dire la notion d'évaluation où l'on intègre les représentants du personnel dans le travail d'analyse. Et ça risque d'arriver relativement vite et fréquemment, puisqu'il suffit que les 3 conditions soient réunies. 1, l'existence d'un écart moyen de plus de 5% sur au moins une catégorie, l'absence de justification de l'entreprise qui pourra démontrer que cet écart n'est pas lié à des pratiques discriminatoires. Et enfin, la persistance de cet écart sur une durée de 6 mois, ce qui est extrêmement court pour effectivement beaucoup d'entreprises, qui conduira à ce moment-là un travail avec les représentants du personnel sur une analyse un petit peu plus fouillée qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais surtout la nécessité d'analyser les écarts et les causes et de lancer un plan de mesures correctives. Donc, voilà le rappel des obligations qui sont aujourd'hui non précisées par la législation française, mais qui devront l'être. Mais c'est l'esprit général, comme l'a rappelé Christelle, c'est l'esprit général, elle est relativement précise, cette directive. Alors, pour nous, il y a un enjeu majeur qui découle de cet élément-là, c'est la mesure. Et pourquoi la mesure? Parce que quand la directive impose le calcul des écarts de rémunération brute sur l'ensemble de la population, tout statut confondu entre les femmes et les hommes, bien évidemment, il va y avoir des écarts. Mais une fois qu'on a fait cette mesure, l'enjeu est de comprendre ce que ça signifie. Alors, le premier impact, c'est que la directive va générer des publications d'écarts qui sont très différents que des publications qui ont été faites par l'index Égalité Pro depuis 2019. Depuis 2019, je vous rappelle que l'index Égalité Pro est un calcul d'une note dont le seuil critique est de 75 points. Et depuis 2018, l'évolution de la note est de 82 en 2018, c'est-à-dire relative à l'année 2018, publiée en mars 2019, était de 82,4. Elle est aujourd'hui la note moyenne de 88,1. Donc on peut se réjouir de cette progression et le ministère ne s'en prive pas. Néanmoins, quand on regarde l'évolution juste de l'indicateur numéro 1, qui est relatif à l'égalité salariale. Alors, outre le fait que peut-être qu'en 2018, il y a eu une difficulté d'appropriation des méthodes, puisque le chiffre s'écroule entre 2018 et 2019, ça n'est pas qu'il y a eu une augmentation de la discrimination cette année-là, c'est probablement que les entreprises ont un peu mieux maîtrisé les exigences de calcul. Donc, considérons le chiffre 2019 par rapport au chiffre 2023. On est passé de 34,8 à 38,5 en note moyenne pour les entreprises qui ont publié l'index et pour les entreprises pour lesquelles elle était calculable. Donc, on a gagné 1% en l'espace de 5 ans. 1% en l'espace de 5 ans, ça veut dire que pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes de 15%, comme l'a évoqué Christelle, il faudrait à peu près 54 ans. Donc, on a du travail devant nous. Alors, juste peut-être pour exprimer le fait que on va avoir des écarts de rémunération importants par rapport aux publications qu'on a fait dans l'index.
je vous propose juste un petit simulateur. Ce simulateur génère une base de données aléatoire d'un millier de salariés en fonction d'un certain nombre d'informations. On suppose ici une entreprise qui a 75% de cadres, 30% de femmes, donc 25% sont cadres. Donc on voit qu'une population plutôt masculine et plutôt cadre pour les hommes. Et ben, cette entreprise aurait, si on calcule son index d'égalité pro, pour l'indicateur numéro 1, aurait 38 sur 40, soit une note globale probable de l'indicateur entre 88 et 98 points, si on considère la moyenne des notes obtenues sur les indicateurs 2 à 5, alors que l'écart moyen qui sera publié d'après les règles définies par la directive sera de 21%. Donc, voilà une entreprise qui publiait un index par exemple de 88 points, alors qu'elle devra publier 21% d'écart. Et si on multiplie, si on fait générer plusieurs hypothèses, encore une fois, c'est une base de données qui est générée de manière aléatoire, on obtient exactement les mêmes ratios. Si on prend une entreprise qui, au contraire, a que 25% de cadres et qui embauche 70% de femmes, eh ben, on va avoir, pardon, 50% de femmes. Oui, jusqu'à 25% de son cadre, c'est difficile. On va avoir, voilà, on va avoir des écarts ici 39% à l'index, alors que l'écart est de 5%. Mais on avait mis un écart de 2% d'écart homme-femme parmi les non-cadres. Si on prend un écart de 10% parmi les non-cadres, 10% d'écart de rémunération pour une femme sur deux. Et ben, dans cette simulation, la note de l'index est de 84 puisqu'on a 34 sur 40 et néanmoins les écarts de rémunération vont être de 13. Donc, ça montre bien qu'il va y avoir une différence majeure entre... Il faut que j'arrive à repartager l'écran. Il va y avoir une différence majeure entre entre les notes publiées à l'index et les résultats de la directive. Alors, si les enjeux de la mesure, c'est de transformer la mesure en investigation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mesurer facilement les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. D'abord, il faut clarifier le sujet de la mesure. L'index se voulait global. Là, en l'occurrence, on va travailler sur l'égalité salariale. Il faut analyser les paramètres disponibles. Quelles composantes de rémunération on va analyser, quels sont les éléments de classification dont on dispose, quelles sont les caractéristiques individuelles, comment on peut analyser les emplois. On va hiérarchiser les facteurs d'influence, on va prioriser les sujets. Prenons un exemple d'une société, là c'est une société réelle, qui a publié un index de 93 sur 100 l'année dernière, et qui devra publier un écart de rémunération de 27,4%. Alors, la question qui va se poser tout de suite, y compris pour les directions générales, c'est de dire, mais vous avez publié des bons index, expliquez-moi pourquoi il y a 27%. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est le niveau de responsabilité? Est-ce que c'est la structure d'âge? Est-ce que c'est lié à certaines composantes? Est-ce que c'est la distribution par genre sur certains métiers? Alors, regardons par exemple la distribution des âges. Dans cette entreprise, on voit que la proportion d'hommes et la proportion de femmes est à peu près identique, quelle que soit la tranche d'âge. Donc en fait, il n'y a pas de population spécifiquement hommes nettement plus âgés que de femmes. On pourra dire pour cette entreprise-là que l'analyse par l'âge, a priori au niveau global, n'a pas d'influence sur l'écart. Si on regarde maintenant la distribution par classification. On a une classification conventionnelle et on dit quelle est la répartition des genres par classification. Et on voit là qu'il y a une concentration beaucoup plus importante des femmes sur les premiers niveaux de classification et que quand on avance dans la classification, c'est les hommes qui deviennent majoritaires alors qu'au global, ils ne représentent que 20% de l'effectif. Donc probablement, l'analyse devra prendre en compte le niveau de responsabilité en essayant de faire une analyse par niveau de responsabilité.
Si on regarde par composante, on avait 27% tout à l'heure en fixe, d'écart moyen par rapport au fixe. Et maintenant, on va essayer de décomposer. On fait ce même calcul pour le bonus, pour l'intéressement et la participation, pour les autres composantes de la rémunération variable. Et on fait les éléments en rémunération globale. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le bonus a probablement une influence très forte dans les écarts de rémunération en rémunération globale, puisque il y a un écart là de 70% de différence entre les hommes et les femmes. Donc, les parts variables vont devoir être un peu investiguées. Alors, pour investiguer les parts variables, on prend le bonus, on avait les 70% d'écart, on se limite simplement à la population cadre et on s'aperçoit que l'écart tombe à 50%. On regarde que la classification des cadres supérieurs et on s'aperçoit que l'écart est de 20% en faveur des hommes. Et là, on se pose la question, on se dit, pourquoi cet écart est de 20%? Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est un cumul d'un écart existant en rémunération fixe et d'une part variable plus importante chez les hommes que chez les femmes? C'est ce qu'on va regarder. On va regarder effectivement les éléments de répartition de la rémunération variable. On n'a pris que les cadres supérieurs de l'entreprise, donc les classifications 7 et 8 qui sont les plus hauts niveaux de classification, et on regarde la rémunération variable en pourcentage de la part fixe. On s'aperçoit que l'amplitude de rémunération variable est bien supérieure pour les hommes que pour les femmes, alors que la médiane est identique pour tous. Donc ça veut dire que probablement la politique est la même pour tout le monde. Le bonus médian est identique à peu près, n'est pas discriminant. En revanche, il y a là, dans cette entreprise, une amplitude beaucoup plus importante. Ceux qui ont de la surperformance ou des bonus beaucoup plus importants que le target sont des hommes. Et enfin, on va par exemple analyser quelle est la distribution, quelle est la structure de rémunération parmi cette population. Cet écart sur le bonus, ça représente combien par rapport à la rémunération globale? Donc, cet exemple illustre le fait que l'investigation, la mesure est une investigation. Il faut aller poser une problématique, regarder des résultats et essayer des voies de recherche différentes. Il n'y a pas de méthodologie de calcul des écarts hommes-femmes qui soit universelle. Alors, nous allons maintenant regarder la problématique des emplois de même valeur, parce que la directive précise que on devra comparer des emplois de même valeur. Et là, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un emploi de même valeur? Et je laisse la main à Christelle. Merci Denis. Donc effectivement, dans la perspective de comparaison salariale, et pour mesurer l'équité interne des rémunérations, avoir un critère de comparaison fiable et objectif est indispensable. Identifier des emplois de même valeur signifie qu'on sera capable de pouvoir les regrouper par niveau de responsabilité. Donc on parle bien des emplois et non pas des personnes, de faire une cartographie des emplois, comme vous pouvez voir petit exemple sur l'écran, avec d'un côté des filières métiers et de l'autre une métrique choisie qui va permettre d'exprimer ce niveau de responsabilité. Cette métrique, cette classification, ce niveau de responsabilité constitue un langage commun. Ce niveau de responsabilité peut être propre à un secteur d'activité, ça peut être le langage d'une convention collective par exemple, mais ça peut aussi être quelque chose qui est totalement sur mesure et conçu pour une entreprise donnée, une classification interne. Et lorsqu'on accompagne les entreprises sur ces sujets, lorsqu'on travaille sur ces sujets, on peut utiliser différentes approches de classification, parfois d'ailleurs même plusieurs pour une seule entreprise, avec potentiellement des équivalences possibles d'une approche à l'autre. Et aujourd'hui, effectivement, dans le contexte d'une transparence accrue et d'un besoin accru de transparence, se pose la question de ce langage de la classification pour les emplois de même valeur. Et les nouveaux enjeux de la classification, eh bien, en fait, ils peuvent peser de manière différente sur le sujet de la classification, puisque d'un côté, on va avoir besoin, en lien avec la vitesse des transformations et les techniques, de plus de souplesse, et donc potentiellement d'avoir des classifications plus larges,
de type broadbanding. Et parallèlement, les tensions sur le marché du recrutement, les demandes de transparence accrue, les besoins de communication imposent de faire des comparaisons relativement fines en matière de rémunération. Et c'est pourquoi se pose la question du juste équilibre entre ces exigences contradictoires. On peut être amené à avoir une approche double et avoir différentes manières d'exprimer les choses selon le sujet. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir réfléchir à ce sujet de la classification en prenant en compte les différentes parties prenantes et en adaptant le langage à ces enjeux, enjeux de rémunération, enjeux réglementaires et enjeux de communication sans dogmatisme. Nos convictions en matière de classification des emplois, c'est que l'obligation de transparence et la volonté de garantir l'équité vont inéluctablement conduire à réfléchir à la notion d'emploi de même valeur de manière structurée. Ce qui signifie, effectivement, avoir une classification qui soit pertinente avec des regroupements d'emplois pertinents. Ça suppose en amont un travail sur le référentiel des emplois qui doit lui-même s'appuyer sur des bases solides. Et cette question, donc, dans l'investigation dont parlait Denis, il ne faut pas sous-estimer effectivement le temps et l'énergie nécessaires à avoir cette clarté finalement sur l'organisation. Alors, on n'a pas le temps de rentrer évidemment très très en détail sur ce sujet, mais je vous invite à lire notre récent article sur les référentiels métiers notamment. En tout cas, on constate qu'aujourd'hui, les entreprises réfléchissent et engagent des travaux sur les référentiels dans la perspective d'une plus grande transparence, pas uniquement effectivement en lien avec la directive européenne, mais plus généralement parce qu'on constate qu'il y a des enjeux de transparence accrue, et notamment en lien avec les tensions sur le marché du travail, les besoins de recrutement et le besoin de valoriser son offre employeur. Et ces enjeux de transparence, pour être en capacité d'expliquer et de communiquer sa politique, mais aussi d'expliquer le pourquoi, eh bien, ça suppose effectivement de passer par la classification, mais aussi potentiellement de travailler sur l'harmonisation des systèmes de rémunération et sur finalement les décisions qui ont trait aux rémunérations. Pour pouvoir mieux communiquer, que ce soit des moyennes par emploi, pour pouvoir mieux expliquer les situations, eh bien, on voit qu'il y a une exigence accrue dans les politiques CNB de rationalisation des politiques de façon à faciliter cette communication. À titre d'exemple, on accompagne en ce moment une entreprise dans le domaine agroalimentaire qui est en train de changer de variables pour mettre en place une politique commune à l'ensemble des business units. On pourrait imaginer que le fait d'avoir différentes politiques puisse avoir aussi des conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes. En tout cas, ici, il s'agit de donner du sens, d'expliquer le pourquoi des évolutions et aussi le lien avec potentiellement la stratégie. On voit bien que d'une entreprise à l'autre, les mécanismes de rémunération ne seront pas les mêmes et les explications qu'on va aller chercher en fonction des spécificités des populations, quand on est dans le high-tech ou dans l'industrie, on n'a pas les mêmes problématiques hommes-femmes. Le sujet est évidemment très large, puisqu'ici on ne parle que de rémunération et pas d'égalité d'accès aux fonctions effectivement les mieux rémunérées. En tout cas, je regarde le temps et je vois qu'on a été plutôt en accord avec ce qu'on s'était dit, Clémence, donc on va te laisser suffisamment de temps. Je vais maintenant laisser la parole à Clémence, qui va clôturer cette séquence avec la partie communication, avant de pouvoir aborder vos questions, qui, j'en suis sûre, seront nombreuses. Merci beaucoup, Christelle. Alors, sur la partie communication, peut-être qu'on peut d'ores et déjà mettre la slide suivante. C'est toi toujours, Denis, qui a la main. Merci. Sur les enjeux. Alors, on va regarder ensemble quelques exemples de supports de communication qui peuvent vous aider dans l'objectif de transparence des rémunérations. Il y a des choses qui existent, qui devront probablement être un petit peu modifiées, et on en parlera juste après. Mais avant de parler des supports, et je vous invite à avoir cette démarche dans vos entreprises, on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on veut communiquer et auprès de qui on veut communiquer. Donc, les enjeux sont assez clairs dans le cadre de la directive. Évidemment, il y a des enjeux vis-à-vis des collaborateurs et des enjeux vis-à-vis des candidats.
puisque la directive adresse les deux populations de manière très claire et très distincte. Il y a un article dans la directive qui va traiter des collaborateurs et de la transparence et de la communication vis-à-vis des collaborateurs, et un article sur les candidats dans le processus de recrutement. Évidemment, pour les collaborateurs, l'objectif, c'est de les retenir, mais il va falloir communiquer sur les résultats des écarts s'ils sont supérieurs à 5%, et les justifier si on a des critères qui sont non discriminatoires, c'est-à-dire que les écarts se justifient et on explique pourquoi est-ce qu'ils se justifient s'ils sont supérieurs à 5%. Et en revanche, si les écarts sont supérieurs à 5%, et d'ailleurs, si on constate un écart, il va falloir, et qu'il ne se justifie pas par des critères non discriminatoires, il va falloir communiquer sur le plan d'action pour corriger ces fameux écarts qui ne se justifient pas. On a évidemment des enjeux de conserver un climat de confiance et de faire, entre guillemets, un peu transpirer un sentiment d'équité dans l'entreprise, éviter que les collaborateurs sentent une inéquité, et évidemment rassurer sur l'engagement en faveur de l'équité salariale toujours. Donc, on est vraiment sur des enjeux de rassurer, expliquer, faire de la pédagogie pour soit justifier, soit projeter un plan d'action de correction des écarts qui ont été identifiés. Vis-à-vis des candidats, c'est un petit peu différent. Certaines propositions d'embauche le font déjà, bien sûr, mais il va falloir maintenant, de manière systématique, communiquer sur le montant ou la fourchette de rémunération qui est proposée pour le poste, avec un enjeu évidemment de promotion et de valorisation de la politique de rémunération pour être plus attractif. On va dire que vis-à-vis des candidats, le travail sera plus, entre guillemets, aisé ou facilement implémentable dans l'entreprise en matière de communication que sur des écarts qu'on aurait du mal à justifier et où il va falloir faire un effort de communication important. Vraisemblablement, il va vous falloir dans les entreprises construire un plan de communication autour de 3 cibles différentes auprès desquelles vous n'allez pas communiquer de la même manière, en utilisant probablement des supports différents et un langage différent, puisqu'on distingue assez traditionnellement les fonctions RH, où il y a une vraie nécessité de les outiller pour qu'elles puissent déjà, comprendre les attendus de la directive, être les relais d'information auprès des managers et des collaborateurs, et relayer les messages sur la politique de rémunération globale, et évidemment l'évolution salariale auprès des candidats. Donc, on est vraiment sur un enjeu de formation et information de la fonction RH pour qu'elle puisse pleinement s'approprier le sujet et ensuite relayer l'information. Deuxième niveau de communication sur une population qui, entre guillemets, est au front, vers lesquels les collaborateurs vont se tourner tout naturellement s'ils ont des questions, c'est leur manager. De la même manière, il faut leur fournir des outils pour qu'ils puissent répondre aux questions de leurs collaborateurs, qui vont nécessairement en avoir, notamment si vous communiquez sur des écarts qui seraient non justifiés et discriminatoires, et le plan d'action qui va derrière. Relayer les messages clés, évidemment, sur la politique de rémunération et l'évolution salariale. Les managers doivent être outillés pour bien comprendre le package de rémunération globale. Donc, quand on parle de rémunération fixe, de rémunération variable, ça va encore, ils sont de toute façon partie prenante dans le sujet. Mais quand les collaborateurs vont, par effet de rebond, poser des questions sur, par exemple, les bénéfices, même si ce n'est pas le cœur du sujet, il faut aussi un petit peu les outiller sur comment fonctionne la retraite, l'épargne salariale, la prévoyance, la santé, etc. dans l'entreprise. Et enfin, les salariés, il va falloir donner des clés de compréhension sur les écarts de rémunération que vous pourrez éventuellement constater dans vos entreprises, les clarifier, en profiter, c'est le moment pour valoriser votre politique de rémunération et d'avantages sociaux. Il y a un effet aussi de pédagogie sur qu'est-ce que le package global. On parlera tout à l'heure de bilan social individuel. C'est l'objectif du BSI. La plupart d'entre vous connaissent l'exercice.
Ça a vraiment vocation à lutter contre l'idée que la rémunération, c'est que le net bas de fiche de paye. Il y a d'autres choses que vous mettez en place dans l'entreprise et c'est le moment ou jamais de les valoriser. Et évidemment, favoriser la perception d'une rémunération attractive et équitable. Et si vous constatez que la rémunération n'est pas équitable puisqu'il y a des écarts, eh bien, il va falloir être très transparent sur le plan d'action que vous allez mettre en place pour le corriger et le timing de votre plan d'action. Donc, il faut vraiment projeter les choses dans le temps pour les collaborateurs. On va peut-être vous montrer quelques exemples d'outils qui pourraient vous aider à répondre aux objectifs de la directive. Je vois que j'ai un petit peu de temps, donc je vais peut-être partager. Je le ferai à la fin de la présentation, ça sera plus pratique pour Denis. Quelques exemples de supports de communication. Je vous montrerai tout à l'heure en détail ce que c'est que la promesse salariale individuelle, qui est un outil qui est destiné aux candidats, qui est en gros une proposition d'embauche augmentée dans laquelle vous allez pouvoir valoriser à la fois les éléments de rémunération fixe, variable, mais aussi tout le package de rémunération globale, y compris les bénéfices, de la manière la plus personnalisée et individuelle possible. Pour ceux qui connaissent le bilan social individuel qui est destiné aux collaborateurs en place, c'est la petite cousine du BSI à des fins de recrutement. Donc, l'idée de la PSI, c'est d'apporter, dès la proposition d'embauche, une vision globale au candidat pour être le plus attractif possible et valoriser au maximum votre package global. Et évidemment, ça va œuvrer dans le sens de la transparence des rémunérations au moment de l'embauche. Ça permet de répondre aux exigences de la directive, puisqu'on va avoir une visibilité sur le fixe, le variable, etc., mais aussi les règles d'évolution de la rémunération, l'emploi à pourvoir et son positionnement, etc. Je vous le partagerai à l'écran. Je vous partagerai à l'écran tout à l'heure un modèle pour que vous puissiez voir à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est un exemple de support de communication que l'on peut mettre en place au moment du recrutement pour les candidats. D'autres exemples, ce sont des supports de communication que nous pourrions mettre en place pour les managers. Il y en a plein, hein, mais on a pris là 2 exemples pour illustrer le propos. On pourrait vous pourriez tout à fait mettre en place dans vos entreprises une newsletter qui va présenter les attendus de la directive, qui va expliquer ce que l'on vient justement de vous expliquer pendant le webinaire, quel est l'objectif de la directive, quels sont les enjeux, en rappelant le rôle des managers dans la relation avec les collaborateurs vis-à-vis de ce sujet-là, et en présentant les messages clés qu'ils pourront relayer à leurs collaborateurs. Il faut absolument outiller les managers au moment où vous allez déjà, il y a des questions sur ce sujet-là. Je dépouillais un peu les questions pendant que Denis et Christelle parlaient. On en parlera sur la date de transposition, enfin en tout cas la deadline de transposition de la directive en loi française. Mais il faut anticiper les choses. On ne peut pas attendre que... alors, on est obligé un petit peu d'attendre la transposition puisqu'elle va préciser des éléments de la directive. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à réfléchir à un plan de communication pour ces cibles-là et la manière dont vous allez pouvoir faire monter en puissance et en formation les managers sur les sujets de la rémunération au sens large. On peut aussi équiper, si tu peux juste revenir à la slide d'avant. Non, je t'en prie. On peut les équiper d'une FAQ qui va leur permettre d'acquérir des éléments de langage pour répondre aux questions des collaborateurs. Ça va être des choses qu'on veut assez simples. Ce qui est très important, ce n'est pas de rentrer dans des détails techniques tels qu'on les a vus ce matin, mais de leur apporter des éléments clés de réponse pour pouvoir dialoguer avec leurs collaborateurs sur ce sujet-là. Donc, des exemples de support de communication pour les managers et enfin pour les collaborateurs. On peut passer à la suivante. Il y a 2 niveaux, on va dire, de communication pour les collaborateurs. Un niveau que l'on veut collectif. On peut tout à fait imaginer des brochures ou des sites internet, peu importe le support, ou encore des vidéos, tout est possible, sur la présentation globale de la rémunération et des avantages sociaux, qui vont valoriser le pacte social
de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs, où on va dresser le panorama de la politique de rémunération globale et de la politique RH, à destination des salariés, et ça leur permet évidemment un objectif de développement de carrière. Et dans ces brochures, au-delà du sujet REM et avantages sociaux, on peut donner des éléments sur le cadre de travail, les congés, la prévention des risques, le handicap, la parentalité, etc. Mais ça reste des supports de communication collectifs. La marche du dessus, qui est la com individuelle, vous la connaissez sûrement, c'est le bilan social individuel. Le bilan social individuel, pour ceux qui ne seraient pas familiers ou familières avec le support, c'est un outil de communication qui va permettre de dresser de manière individuelle et personnalisée pour chaque salarié, à dresser un panorama de sa rémunération et de ses avantages sociaux au titre en général d'une année civile. Alors ça peut être en exercice décalé, mais le plus souvent c'est en année civile. Et il va retrouver dans ce support, qui peut être digital ou non, site internet ou brochure papier, hein, c'est les deux extrêmes, il va pouvoir retrouver toutes les datas qui concernent sa rémunération en général au titre de l'année précédente. Donc c'est des supports qu'on diffuse en début d'année, généralement au premier trimestre ou premier semestre, et qui sont souvent mis en place dans vos entreprises. Il va toutefois falloir les faire évoluer pour permettre de répondre aux exigences de la directive. Donc, pour ceux qui ont déjà un BSI en place, il va falloir probablement intégrer des datas nouvelles sur les règles d'évolution de la rémunération, la fourchette de rémunération pratiquée pour un emploi de même valeur, et faire davantage de pédagogie sur les facteurs individuels qui vont justement conditionner ou non les écarts, ancienneté, expérience, performance individuelle, etc. Et leurs aspects, surtout, leurs aspects objectifs et non discriminatoires. Donc, ça consiste à implémenter un petit peu plus de data que ce qui était fait jusqu'à présent dans les BSI, mais la marche à franchir par rapport à un BSI déjà existant n'est pas énorme. Il va falloir ajouter quelques éléments. Donc, c'est un outil extrêmement pertinent pour les collaborateurs et qui répond pleinement aux objectifs de transparence de la directive. On verra ce que la loi nous réserve comme finesse par rapport à la directive une fois qu'elle sera transposée. Je vais peut-être, puisque je vois qu'il me reste quelques minutes, vous partager très rapidement à l'écran. Je pense que je dois avoir la main. Hop. On va voir si ça marche. Ça a l'air. Voilà. Le BSI, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. La com collective pour les managers ou pour les collaborateurs, vous voyez le principe, mais ça, c'est un petit peu nouveau, donc je voulais vous le partager à l'écran. On est parti du constat que le BSI était très efficace pour les collaborateurs, mais qu'il n'existait pas l'équivalent au moment de l'embauche et que c'était quand même dommage, dans une conjoncture où il y a une tension quand même assez forte sur le marché de l'emploi, de se priver d'un outil qui vous permettrait d'attirer des talents et de valoriser plus globalement votre package de rémunération plutôt qu'une proposition d'embauche. Je dis ça parce que nous aussi, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. On fait tous des propositions d'embauche assez simples. On va valoriser un fixe et un variable, on ne va pas trop au-delà. Rares sont les entreprises qui mettent en place ce type d'outil, ça existe, hein. Et ça nous paraissait intéressant de vous montrer ça aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont un BSI, ils vont retrouver un exercice un peu équivalent avec moins de données individuelles, évidemment. On va pouvoir faire un petit mot d'introduction. Ce que je vous montre là est un exemple qui n'a pas été fait pour une entreprise, hein, c'est un exemple de démo, donc je pourrais vous l'envoyer sans problème si vous m'en faites la demande. Vous aurez nos adresses mail à la fin sur la dernière slide. Un petit mot d'accueil pour expliquer, en général, le DRH prend la parole pour expliquer les valeurs de l'entreprise et qu'est-ce qui vous rend plus attractif que vos concurrents sur le marché. Il va y avoir des zones qui sont personnalisables par les recruteurs. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on peut avoir soit des outils qui sont à la main des recruteurs où ils vont customiser à la main certains éléments, soit des outils plus industriels où ça génère des propositions, des promesses salariales individuelles plus automatisées. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir personnaliser le document. Vous voyez le petit bloc situation professionnelle en bas.
on va retrouver des choses que vous avez dans les propositions d'embauche, mais qui seront un peu plus marketées. Le poste, la classification, la durée de la période d'essai, le contrat. Et on va pouvoir ici mettre des éléments individuels qui vont permettre de répondre aux exigences de la directive sur la situation professionnelle qui est proposée aux collaborateurs. Ensuite, on va avoir une page sur la rémunération globale où le grand recruteur va pouvoir saisir des éléments qui sont proposés aux candidats au moment de l'embauche, son fixe éventuel. Évidemment, tout ça est customisable complètement en fonction un, des profils à recruter et deux, des entreprises, bien sûr. Une rémunération variable si le collaborateur, enfin le futur collaborateur ou le candidat est éligible. Certains de nos clients ont souhaité mettre en avant des estimations de participation et d'intéressement. Certains font le choix de ne pas le faire puisqu'il y a quand même un caractère aléatoire à ces éléments d'une année sur l'autre. Et puis, on va pouvoir valoriser d'autres éléments du package de rémunération globale de manière individuelle. Ça peut être le transport, ça peut être des avantages en nature, un véhicule de fonction, pourquoi pas, ou d'autres éléments que l'entreprise jugerait comme structurants et importants et attractif vis-à-vis des candidats par rapport au marché. Et ensuite, on va avoir des pages non individuelles qui vont valoriser les dispositifs en place. C'est un exemple, ce que vous avez sous les yeux. Ça peut être bien autre chose dans vos entreprises. Ici, pour l'exemple, on a choisi de valoriser les dispositifs de protection sociale et notamment de faire un focus tout particulier sur les régimes de frais de santé. La mutuelle, et un focus tout particulier aussi sur la formation et le parcours du collaborateur en termes de formation et d'intégration dans l'entreprise. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez marketées. On fait pas mal de design graphique pour que ce soit joli et pédagogique. Et enfin, on va valoriser les avantages. C'est pareil, c'est très, très différent d'une entreprise à une autre, hein. On peut retrouver des éléments sur la restauration, le CSE, le compte épargne-temps, l'action logement, le télétravail, ou bien d'autres choses en fonction de ce que vous souhaitez valoriser, ou encore une fois de ce que vous considérez être un élément différenciant par rapport à vos concurrents pour attirer des talents. Donc, le sujet de la promesse salariale individuelle est quelque chose qui est en ce moment dans l'air du temps. On a énormément d'échanges avec les entreprises sur ces sujets-là et ça tombe... On va dire, c'était un peu par hasard, hein, on l'a sorti avant la directive, mais il se trouve que ça répond pleinement aux exigences de la directive sur la transparence au moment de l'embauche. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet de la communication. Je vais arrêter le partage d'écran. Et on va peut-être revenir sur la dernière slide. Je vais le faire. Voilà. La toute dernière slide. Si vous avez des questions que vous voulez nous poser en aparté, vous allez avoir nos mails. Et je vais de ce pas regarder vos nouvelles questions. Il y en a plein. Et pendant que je parlais, évidemment, je ne les ai pas lues, mais je vais déjà en poser un certain nombre que j'ai notés pendant que Denis et Christelle parlaient. Ils vont probablement y répondre et je vais dépouiller le reste. Alors, Denis, Christelle, il y a pas mal de questions autour du délai dans lequel on pense que la directive sera transposée en droit français, ou du moins la deadline. La date de transposition et la deadline maxi de transposition dans les États membres, et sur le caractère rétroactif ou non des dispositions de la directive. Alors, sur le délai, non, on ne connaît pas aujourd'hui la date de transposition. Les informations qu'on peut avoir laisse penser que le législateur n'attendra pas juin 2026 pour qui est la date limite prévue par la directive pour transposer la directive dans le droit français. Il est probable qu'on voit émerger des choses fin 2024 ou en 2025. Voilà, il n'y a pas de plus de précision que ça sur la date d'application. Quant à la rétroactivité,
C'est vrai que la directive prévoit également que dans le rapport, on puisse donner un historique. Il me semble un peu compliqué d'imposer aux entreprises le fait de publier rétroactivement quels furent les écarts. Mais il y a de toute manière dans la directive, dans les obligations de publication, la nécessité aussi de publier un historique. Mais je ne pense pas qu'elle soit rétroactive. Merci Denis. Ensuite, il y a des questions sur on va dire, le périmètre des données. Plusieurs questions qui se recoupent sur est-ce que on doit traiter des données par pays ou au niveau européen, sachant qu'il y a de fortes disparités entre évidemment les salaires moyens dans les pays. Une question un peu similaire sur est-ce qu'on traite les données au niveau d'un groupe ou au niveau des sociétés. Il y a plusieurs sociétés dans un groupe, puisque aujourd'hui l'index permet la consolidation. Un périmètre des données ou Europe et groupe ou société du groupe. Alors, puisque c'est une directive européenne, elle va s'appliquer dans tous les pays de l'Union. Donc, chaque pays de l'Union va avoir sa propre transposition dans le respect de l'esprit de la directive. On voit mal une obligation en France qui nécessite d'intégrer des données de l'Espagne, de l'Italie ou de l'Allemagne, alors même que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne auront eux-mêmes leur réglementation. Donc, je pense que ça sera au niveau du pays. Quand ça soit au niveau du groupe ou de la société, ce qui est intéressant dans la directive, c'est qu'elle considère qu'on doit comparer les égalités salariales au niveau d'un groupe, puisqu'elle précise que si globalement, in fine, au départ, c'est le même payeur, les emplois doivent pouvoir être comparés. Donc, on verra ce que dit la loi française. Si on revient simplement à l'UES qui était imposé par l'index, ou si on étend au niveau du groupe, l'esprit, ça serait plutôt d'étendre au niveau du groupe et de rester au niveau du pays. Ça vient un peu reboucler à ce qu'on disait. Est-ce que la nouvelle loi va remplacer l'index existant? Alors, on pourrait dire on l'espère, ou on pourrait dire on le craint. Pourquoi on l'espère? Parce qu'encore une fois, toutes les critiques ont été portées sur l'index, et elles sont nombreuses, montrent que l'index dans son approche calculatoire, a plutôt minoré les écarts. Et là aussi, pourquoi c'est dramatique de notre point de vue? Parce que ça a donné le sentiment à un certain nombre d'entreprises qu'elles n'étaient pas concernées par le sujet de l'inégalité salariale. Quand on publie pendant 3 ans un index à 90 points sur 100, on a tous dans la culture que 90 sur 100, ça correspond à une note de 18 sur 20. Si on est 18 sur 20, c'est qu'on est parfait, c'est qu'on est très bon. Et donc, on n'est pas concerné par le sujet. Et ça a généré cette idée que c'était peut-être pas la peine d'y réfléchir beaucoup à ce sujet. En particulier, c'était pas la peine de faire des mesures et d'aller investiguer s'il y avait des sources génératrices d'inégalité salariale, puisque par ailleurs, on a un excellent index. Donc, on peut espérer que l'index soit supprimé. Néanmoins, il y a des forces vives. Il suffit de regarder le dernier rapport du Haut Comité d'égalité entre les femmes et les hommes pour vouloir maintenir un index. Et la problématique de notre point de vue, c'est qu'un index qui veut s'attaquer à l'égalité professionnelle et qui intègre dans son calcul des dimensions qui ne sont pas de même nature, on obtient un résultat qui est inexploitable. Je prends souvent l'exemple on ne peut pas imaginer un directeur financier à qui on lui dirait donnez-nous 10 indicateurs différents et on va vous sortir un index qui va calculer la santé financière de votre entreprise. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bien, le problème de l'égalité professionnelle est un problème multifactoriel, tout le monde en convient, mais chaque sujet doit être attaqué pour ce qu'il est et étudié pour ce qu'il est. Pardon, Denis, je lisais les questions. Ok, donc ça, c'est bon.
À partir de quelle taille d'entreprise s'applique la directive? 100 salariés. Okay. Avec juste de mémoire, une obligation de publication du rapport qui est un peu différée ou une périodicité qui est différente. Mais c'est très, très rapidement. Si pour le calcul des écarts, prend-on le théorique ou le perçu réellement? Notamment, se pose la question sur les bonus cibles ou les bonus versés. C'est le perçu. Le théorique, c'est une intention et il n'est que dans la tête de l'employeur ou du salarié. Il n'a pas de valeur légale. Je vais me poser une question à moi-même. J'ai vu qu'il y avait une question sur la communication et comment embarquer les dirigeants sur le sujet. Alors, avant tout plan de communication, il faut trouver un sponsor, au sens à la fois financier et puis intellectuel du terme aussi. Donc, il faut probablement dans votre COMEX trouver quelqu'un qui a une oreille attentive sur ce sujet-là et qui puisse porter la bonne parole, à la fois aux autres membres de la direction et aussi pouvoir être le porte-parole de la direction auprès des managers, auprès des collaborateurs. Première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, la directive va mettre en place, je parle sous le contrôle de Denis et de Christelle, des sanctions financières si les écarts ne sont pas corrigés et s'ils sont discriminatoires. Et donc, qui dit sanctions financières dit nécessairement une oreille vraisemblablement attentive de la direction sur le sujet. On n'a pas encore d'éléments sur ce point-là, et c'est la loi qui le dira, mais il y aura derrière des sanctions financières si les écarts perdurent et qu'ils sont discriminatoires. Tu confirmes? Je compléterai sur l'impact des dirigeants par le fait que l'index, comme beaucoup d'autres obligations de publication, a été un peu aussi considéré comme une obligation administrative. Voilà, on calcule l'index et on publie l'index, on respecte les règles de son calcul et ça ne concerne pas nécessairement les dirigeants à partir du moment où il y a un département au sein de l'entreprise qui calcule et publie l'index. Là, il va falloir se justifier. Il va falloir expliquer la politique et expliquer l'absence de discrimination. Et les dirigeants vont sans doute pas facilement déléguer à un département administratif le droit de parole et le droit de parler au nom de l'entreprise. Donc, incontestablement, je pense que les dirigeants vont être beaucoup plus impliqués sur ce sujet et on ne peut que s'en réjouir pour l'avancée de la cause. Merci beaucoup d'avoir complété. Tu as parfaitement raison. Il y a des questions assez diverses sur les modes de calcul des écarts. Notamment, on nous pose plusieurs fois la question de l'âge. Est-il ou non un critère à prendre en compte pour le calcul? Non. Okay. C'est un critère qui doit être intégré dans les analyses ensuite, et dans ce qu'on a appelé l'investigation, la mesure investigatrice, pour essayer de comprendre est-ce que je peux expliquer des choses à cause de l'âge ou pas à cause de l'âge. Mais l'âge n'est pas un critère retenu dans la directive. Doit-on publier à l'extérieur de l'entreprise les écarts, enfin en tout cas le rapport? Si oui, à qui, comment? Non, il n'est pas prévu que... Alors, il y a peut-être des éléments qui seraient prévus dans la loi française et qui diraient que, comme l'index, l'entreprise a l'obligation de publier sur son site internet des éléments de calcul, mais le détail du rapport qui devra être construit sera communiqué à une autorité administrative, aux salariés et aux représentants du personnel. Bon, c'est à partir du moment où on le publie à l'ensemble des salariés, ça ressemble à quelque chose d'assez public quand même. Mais pour l'instant, il est peu probable que l'intégralité du rapport soit sur le site internet de l'entreprise. Quelques indicateurs probablement. Bon. On a encore plein de questions. Je vois qu'il est 9h31. On va en prendre une toute dernière, un peu au hasard, parce que j'avoue qu'il y en a tellement que j'ai arrêté de les consolider. Et on répondra à vos questions, soit par mail, ou n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous mettra nos coordonnées.
juste après si vous avez des questions plus précises dans le contexte de votre entreprise. J'en prends une dernière, Denis. A-t-on à ce stade des précisions sur ce qu'est un critère objectif pouvant justifier un écart? Non, on n'a pas aujourd'hui d'éléments et je pense qu'il faudra simplement se retourner sur les critères retenus par la Cour de cassation dans ses différents arrêts sur l'égalité de traitement qui existe aujourd'hui et sur la discrimination. Par exemple, les éléments de qualification, de diplôme peuvent être pris en considération dès lors qu'ils sont mis en œuvre dans l'emploi, où l'ancienneté peut être un facteur explicatif dès lors qu'elle fait l'objet d'une rémunération spécifique et d'une prime d'ancienneté. Il y a beaucoup d'arrêts de la Cour de cassation qui précisent ce qui doit être considéré comme un critère objectif ou non objectif, et je pense que le législateur ne s'aventurera pas à essayer de lister ce qui est une justification de ce qui n'en est pas. C'est suffisamment complexe comme ça. On va peut-être en rester là. Il y a encore des questions qui arrivent. Va-t-on avoir l'enregistrement? Vous aurez le replay et le support, bien sûr. On en reste là ou on prend encore quelques questions? Comment, Denis, Christelle? Je pense qu'effectivement, on va peut-être respecter la journée de travail qui continue avec les prochaines réunions pour tous nos participants et remercier tous nos participants pour leur présence et leurs questions. Et en effet, comme le disait Clémence, on vous invite à nous contacter directement. N'hésitez pas si vous souhaitez poursuivre l'échange, qu'on puisse répondre à des questions spécifiques et complémentaires. N'hésitez pas à aller également sur notre site internet sur lequel on a des analyses aussi un peu plus complètes et des éléments de décryptage de la directive qui ont été publiés. Merci à tous, merci à toutes d'avoir été là et nous répondrons par mail aux questions qui ont été posées. Et très bonne journée à toutes et tous. À très bientôt. Merci.